Nous allons maintenant écouter la conférence que va donner Grégory Forstner. Grégory Forstner est né à Douala au Cameroun en 1975, d'une mère française, d'un père autrichien. À l'âge de 15 ans, il passe une année dans une famille d'accueil à Key West en Floride, voyage qui l'a profondément marqué, et interrompra ses études à la suite de cette expérience pour décider d'étudier à l'Académie des arts appliqués de Vienne, puis à la Villa Arson à Nice. Grégory a travaillé ensuite à Nice pendant plusieurs années, lauréat en 2008 d'une bourse du ministère de la Culture française pour une résidence d'1 an à New York, qui s'y est installé avec sa famille. Son œuvre a fait l'objet déjà de nombreuses expositions, une exposition personnelle au musée de Grenoble en 2009. Il est représenté dans les collections du musée d'art moderne de la ville de Paris, musée de Grenoble, musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, le FNAC, Fonds national d'art contemporain, le FRAC, Fonds régional d'art contemporain Haute-Normandie, celui de Basse-Normandie, celui d'Alsace, la collection SACEM, la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon à Annecy, la Fondation Bernard Massini à Nice, Richard Massey Foundation à New York et Sammlung Goetz à Munich. J'ai le grand plaisir vraiment d'accueillir donc Grégory qui va nous livrer son expérience de la pratique de la peinture à présent. À vous, Grégory. Tout d'abord, merci beaucoup à Marc, Thomas et Claudine Tiercelin pour cette invitation. C'est toujours une chance quand on nous donne la possibilité de nous exprimer, parce qu'il y a toujours des malentendus dans le travail qui s'expriment sur papier, dans les magazines ou dans les journaux, et même dans les catalogues. Et parfois, les malentendus sont même très intéressants, mais c'est bien aussi parfois de nous donner la parole pour dire aussi notre vision des choses. Alors, le truc sur la bio, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est vraiment la vie, moi, qui m'a fait peindre. C'est pas l'histoire de l'art. Donc ensuite, je suis allé dans l'histoire de l'art pour puiser mes sources et mes passions. Mais c'est comme, je sais pas, le coureur de 100 mètres ou le nageur. Avant de devenir champion, il a une sensation en train de nager ou en train de courir. Et c'est cette sensation qu'il essaye de relayer ensuite dans sa vie et dans son métier. Mais à l'origine, ça vient souvent de l'enfance. Et en tout cas, moi, c'est mon cas. Et donc, moi, je suis issu de plein de cultures différentes. Donc, mon père est autrichien. Avec lui, on écrit en anglais, mais on se parle en français, bien qu'il parle assez mal français. Mais il parle bien français, mais avec beaucoup de fautes. Ma mère est française, je suis né au Cameroun, à Douala, et j'ai vécu un peu aux États-Unis à l'âge de 15 ans, et donc une expérience qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, et je vis maintenant donc, depuis 7 ans aux États-Unis. Donc vraiment mon travail, c'est quelque chose que je pense qui va se faire écho naturellement, joue de toutes ces choses-là qui sont même pas intentionnelles de ma part, mais qui viennent du corps, quoi, qui viennent de la transpiration. Et c'est quelque chose que je ne refuse pas du tout, au contraire. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de voyager très tôt et d'avoir cette ouverture, et je la replace dans la peinture. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, puisqu'on est dans la fabrique de la peinture, c'est un extrait d'un documentaire qui est en train de se faire sur mon travail. Et alors ici, c'est juste un extrait d'atelier. Alors le contexte, c'est que moi cet été, je n'avais pas d'atelier, j'étais en transition, et donc j'étais un peu énervé. Et Pierrick Polian, donc, qui réalise ce documentaire, et le jour de son départ de New York, il ne nous restait que 3 jours, et j'ai trouvé un atelier 2 jours avant qu'il parte. Donc j'ai déménagé très vite, j'ai préparé des toiles, et on avait rendez-vous à 9h, il est arrivé à 11h, et c'est pas sa faute, il connaît mal New York. Et donc j'étais encore plus énervé, donc j'avais toute cette pression de faire un tableau pour moi, premier tableau d'atelier, et en plus un tableau qui allait être filmé pour voilà, éventuellement un documentaire. Donc voilà le contexte de cette chose.
C'est moi qui dois prendre une douche. Là, maintenant, j'entends qu'il me parle. Il m'en touche la parole. On veut qu'ils soient autonomes, vous savez. Bon. Donc, je voulais vous montrer ça au tout début, comme ça vous pouvez voir un peu la suite des images des tableaux en comprenant comment ça se fabrique pour moi. C'est pas quelque chose que j'avais, que j'avais ordonné pour moi-même de travailler comme ça. Donc c'est les tableaux faits en une séance. Mais j'ai compris en travaillant, parce que j'ai essayé plusieurs façons de travailler, mais je suis revenu à l'origine de ma façon de travailler quand j'étais adolescent. Et je ne suis pas capable de garder une sensation très longue dans le temps. Je suis le plus éloigné, je crois, de la pratique de Glenn Brown, par exemple. Je suis très impatient, j'ai l'impatience de l'enfant. Et la sensation, je peux la garder en moi quelques heures, une journée, et le lendemain, j'ai conscience que je suis quelqu'un d'autre, donc je ne ferai pas le même tableau. Donc c'est vraiment dans cet esprit que je travaille. Et surtout l'idée que moi, je ne réfléchis pas quand je travaille. Je réfléchis beaucoup avant. La préparation d'un tableau peut durer une semaine, un an, c'est-à-dire dans la tête, hein, pour que les choses se mûrissent. Il n'y a pas vraiment de règles. Je réfléchis beaucoup après, évidemment. Je pars souvent de l'atelier un peu comme un voleur, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement si je suis content, pas content, mais je sais que je pars en ayant eu une présence à l'atelier. Et c'est cette présence que je retrouve le lendemain. Et c'est très fort, une présence à l'atelier qui vous attend. Et c'est une émotion incroyable, qui peut être une grosse déception. Et c'est l'instant des décisions, la compréhension des réussites ou de la misère, quoi. Donc, il y a un shoot d'adrénaline avec la peinture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une tête comme ça, et puis on se sent une merde après, possiblement pendant un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment ce balancement, cet équilibre qui est constamment là. Et moi, j'ai fait un peu de chasse sous-marine quand j'étais enfant, et j'ai compris en fait que c'était la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes en apnée, sous l'eau, donc vous avez un temps limité, et en même temps c'est un truc incroyable d'être sans air, mais sans en avoir besoin réellement en fait. Et vous entendez votre cœur, poum, 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 poum. Et vous dites finalement, comme dans les rêves, on oublie de respirer, et on commence à respirer même sous l'eau. Et quand on arrive à ce niveau-là dans la peinture, c'est un truc incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'un poisson passe, et on se dit, waouh, magnifique, on commence à le viser. Puis il y a un plus gros poisson qui passe. On prend le plus gros. Puis il y en a encore un plus gros parce que c'est un banc. Et à la fin, on tire jamais, quoi. Et c'est la fascination du poisson, du gros poisson. Et la peinture exerce une fascination sur le peintre. Alors chacun, on la gère différemment. Parce que de près, un tableau, c'est toujours beau. Peu importe ce qu'on fait, une croûte, un truc magnifique, c'est toujours beau de près.
Et moi, je fais très attention à cette fascination. Et le seul moyen pour moi d'en jouer, c'est d'être dans une relation instinctive à la peinture, comme un jeu de ping-pong. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de visualiser son geste qu'on part avec. Et donc, j'ai appris à tirer du premier coup en peinture. Voilà. Alors, moi, j'utilise beaucoup d'images populaires qui sont a priori complètement déconnectées de moi, puisqu'elles appartiennent à tous. Et c'est assez amusant parce que, enfin, moi, je les utilise, je les aborde avec l'esprit de l'enfant qui est naïf et qui aime une image. Et donc, je collectionne cette image, hein, comme beaucoup d'entre nous. On a fait ça enfant, les peintres font ça aujourd'hui. Je ne fais pas poser des gens, mais c'est une façon d'avoir quelque chose sur le monde. Et donc moi c'est surtout des images populaires. Et mon intimité travaille presque à mon insu à travers elles. Donc je choisis ces images sans savoir vraiment pourquoi je les aime, en me faisant confiance. Et ça, donc, c'est une image d'un gars qui a été l'élève de Wyatt, qui est un peintre américain, et qui a fait une série de posters comme ça pour répondre à des commandes de cigares ou autres, de chiens en train de jouer au billard, au poker. Il y avait un premier qui s'appelait Coolidge, dont lui s'est inspiré beaucoup. Et moi, j'ai un peu voyagé, j'ai eu la chance de voyager un peu enfant et plus tard. Et dans tous les clubs de billard du monde, soit en Australie, en Allemagne, à Nice, j'ai passé mon enfance à Nice, et aux États-Unis et en Angleterre, dans les salles de jeu, il y a ces posters. Donc c'était une constance d'une même image ou d'une série de mêmes images dans ma vie de voyage, de plaisir et de désir de la vie et de nécessité, puisque c'est vraiment aussi ça le voyage. Et donc mais je ne comprenais pas pourquoi cette image était si importante au-delà de sa constance. Et c'est une fois, donc ça m'a pris des années, hein, c'est pour ça que je dis parfois un tableau, ça prend vraiment beaucoup de temps à mûrir. Et j'ai fait le lien avec ça c'est Jan Steen, avec un ensemble de tableaux du 17, 18e, dont il y a Adrian Brouwer, Frans Hals, Jan Steen, moi que j'aime beaucoup. Quand j'ai fait ce lien entre ces images populaires, qui étaient vraiment à la base des commandes artisanales, quand j'ai fait ce lien avec ces grands maîtres du passé, dont je suis fasciné depuis très longtemps, j'ai compris mon entrée par la peinture. J'étais déjà fasciné, mais là, j'ai compris ma fascination pour la peinture. Et donc, j'ai décidé bêtement de copier l'image pour comprendre vraiment qu'est-ce que je pouvais faire avec. La meilleure façon, c'était d'avoir cette image pour moi. La seule différence, c'est que ça ne se voit pas vraiment, mais c'est un diptyque, ça fait 4 mètres par 2,50 mètres de haut. Et donc j'ai reproduit l'image, il n'y a quasiment aucune différence dans l'iconographie. Hein. Il y a des petites variantes, mais je n'ai pas cherché à réinventer l'image. Et donc j'ai fait ce tableau dans la journée, je me suis assis, j'étais assez content. ça arrive, hein. Et j'ai dit, bon, ben voilà, tu es content, tu as fait ton tableau, tu as cette image pour toi, tu es à l'atelier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que ça suffit quand même pas juste d'être content. Et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et donc c'est vraiment en contemplant ce tableau que je me suis dit, ben alors qui c'est? Alors j'ai commencé à m'inventer des noms. Qui c'est le petit? Lui, c'est le musclore, là, le bodybuilder. Il y a Churchill qui est là. Oula, je suis à l'envers. C'est comme la météo, là. Ça, c'est Churchill. Voilà. Il y avait un ensemble de stéréotypes de la société qui étaient représentés. Et en regardant ça, je dis, mais c'est fantastique parce que moi, je ne suis pas un cinéphile, mais je suis passionné de cinéma. J'ai regardé le cinéma avant de regarder la peinture. Hein. Je suis plutôt un enfant de la télé. Et donc j'ai compris mon entrée à nouveau. Et j'ai commencé à leur donner des noms. Il y avait donc le grand musclé, le petit qui est sur le tabouret, l'observateur, ça fait penser au tableau de Delatour, ou les jeux de cartes, tout ça. Et j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et j'ai pensé à une sorte de scénario de film. J'avais déjà plus ou moins un format cinémascope. Et j'ai dit, ben, ils vont
ils vont se mettre dessus, quoi. Ils vont commencer à... Il y a la queue de billard, j'ai commencé à faire des associations, tout ça. Et il s'est passé ça. Alors là, ça ne se voit pas trop, mais ça fait 6 mètres par 2,50 mètres. Donc on revoit le petit chien, là, qui était gentil, qui jouait sur le tabouret, qui s'est dédoublé, qui se fait embrocher dans le cul par l'autre bonhomme. Il y a une sorte de maîtresse au milieu qui est ravie de cette scène. Donc ça reprend. En fait, c'est des sujets classiques. Hein. Non, mais c'est très difficile d'inventer quelque chose. Hein. Donc c'est tout à fait. Voilà, la figure change un peu, mais bon. Et au premier plan, il y a une sorte d'autoportrait. Je ne sais pas si on ne peut pas voir grand-chose là, je pense, mais à travers ce scaphandrier qui peut être aussi un. Moi, mon rêve, c'était d'être cosmonaute quand j'étais enfant. Mais je suis devenu plutôt nageur, apnéiste et tout ça, mais c'était un peu le même rapport. Et donc, c'est moi à l'intérieur qui regarde le spectateur, donc ça aussi, c'est un truc très classique. Je suis la conscience du spectateur à l'intérieur du tableau et je lui dis « OK, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà. Et derrière, on voit à droite cet autre casque, qui est un casque typiquement allemand, et qui a joué un grand rôle dans mon travail, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais qui pour l'instant est assez diffus et anecdotique. Alors ça, c'est une autre scène, pareil, 6 mètres par 2,50 mètres. On retrouve le petit chien qui se fait embrocher en barbecue. Donc ça s'appelle The Barbecue Party, la brochette. Et le précédent, c'était The Birthday Party, le cosmonaute. Et donc on retrouve les mêmes acteurs, comme ça, que j'utilise comme des marionnettes. Et il y avait ce caractère inoffensif, puisque ça ne fait pas trop de mal quand même. C'est des animaux, mais bon, on sent bien qu'il n'y a pas un réalisme qui pousse à penser que ce sont des vrais animaux. Et donc il y avait une grande joie pour moi de peindre ça. C'est un peu comme un enfant qui arrache les pattes d'une araignée, hein, pour voir un peu de quoi la vie et la mort sont faits. C'est un peu la même chose que je faisais en peinture. Et voilà, et donc je commençais à bien m'amuser. Ça, c'est un autre tableau, pareil, 6 mètres par 2,50 mètres. Donc ça tourne, hein, il y a des masques de James Ensor qui viennent, les trucs de Tiepolo. Pardon. Ça, c'est les maîtres du passé. Le chapeau de Tiepolo ou de la fête foraine, les casques qui sont toujours là. Et puis des scènes assez tranquilles comme ça. Et moi, j'étais toujours un grand fan de Jérôme Bosch, de James Ensor, et puis on peut retrouver un peu cette idée de saturation des visages et des masques à l'intérieur d'un même tableau, et donc des sensations différentes ou contradictoires. Ça, c'est un autoportrait. Ça s'appelle Le Nageur. Donc il porte ce casque allemand. C'est une sorte de casque allemand bonnet, il est un peu mou, mais parce qu'il est dans l'eau. Il y a des oiseaux derrière. Moi je suis vraiment un amoureux de la mer et je passe autant de temps dans l'eau qu'à l'atelier, ou sinon plus. Et donc, voilà, encore une fois, c'est vraiment la vie qui me fait peindre, et ça, c'est venu dans le tableau. Ça, c'est un portrait de mon père. On va faire toute la famille. Mais c'est moins anodin, en fait. Ça m'a causé beaucoup de problèmes, donc on peut rigoler. Moi, je suis ravi qu'on en rigole, parce que... en fait, c'est le premier tableau. Après, j'en avais fait un premier quand j'étais étudiant avec un casque allemand, mais c'est genre 10 ans après. J'étais en train de travailler sur ce chien un peu stupide, ce berger allemand bleu. Et j'ai vu dans le regard, j'ai vu la mélancolie de mon père. Et dans la peinture, dans le fer, j'ai posé ce casque complètement comme ça, en disant « Ok, qu'est-ce que c'est wow. Émotion, ok, qu'est-ce que c'est, mon père, casque allemand. » Alors il faut savoir, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais donc mon grand-père était SS chez les Totenkopf, c'est donc tête de mort, donc ça vient dans mon travail aussi. Et c'est un sujet dont moi j'ai jamais rencontré mon grand-père, mais c'est un sujet dont on n'a jamais vraiment parlé à la maison. Moi j'étais très heureux en Autriche, en vacances chez ma grand-mère, qui elle-même dirigeait une usine pendant la guerre, et dont les médailles de mon grand-père traînaient partout. Et ma grand-mère me disait toujours à quel point je ressemblais
encore davantage qu'à mon père, mais à son mari, qui porte le même nom que mon père, Willibald Forstner. Et moi, j'étais assez fier parce que sur les photos, il avait le regard tourné vers l'Est, il avait de la gueule en uniforme, et évidemment, j'avais aucune conscience. Enfin, j'étais tout jeune, hein, je ne savais pas ce que c'était la guerre. Pour moi, c'était les Indiens et les cowboys. Hein. Donc, je croyais qu'il il allait au boulot, il était bien habillé. C'est un homme d'affaires. Donc, j'étais assez fier de ressembler à ce bonhomme. Et puis, évidemment, j'ai grandi. J'ai commencé à être artiste, enfin à dessiner, tout ça. Et puis voilà, on s'ouvre sur le monde, on comprend des choses. Et donc, c'est venu dans le travail, pas par la parole, ni avec mon père, ni avec ma famille, mais c'est venu ce sujet dans la peinture, et ça a révélé un certain nombre de choses. Alors, j'avais deux choix. Parce qu'évidemment, quand quelque chose arrive comme ça, qui est aussi symbolique et radical dans un travail, moi, j'ai eu tout de suite conscience de toute l'armée de critiques qui allaient s'abattre contre moi, évidemment. Moi, je suis un enfant gâté, je suis né au Cameroun, élevé au bord de mer, enfin, je veux dire, j'ai manqué de rien, pas de misère, heureux et tout ça. Et puis ça vient dans mon travail. Donc, je n'ai pas la légitimité des Marcus Luppertz, des Baselitz, des Kiefer, qui sont la génération de mon père, qui a 38, 45. Moi, je suis la troisième génération. Et ça m'a intéressé, j'ai dit, soit tu acceptes l'accident d'atelier, qui est la plus belle forme d'une chose qui peut arriver à l'atelier, c'est ça, soit tu t'en détournes, puis tu continues à faire tes chiens rigolos, et puis tu continues à vendre super bien, et puis c'est cool, quoi. Et j'ai dit, non, c'est magnifique, c'est pour ça aussi que tu es artiste, c'est pour que ça arrive. Et donc j'ai accepté. Donc on verra la suite plus tard. Ça, c'est une exposition au MAMAC, au musée de Nice, où on retrouve cette série. C'est pour voir un peu la taille des tableaux. Hein. En dehors du fait que je suis fier de ma fille. Voilà. Ça, c'était chez la galerie Michael Zink à Berlin. Donc à gauche aussi un triptyque. Ça, c'est des trucs de 2,50 m par 2. Voilà. À gauche, on voit une autre série de tableaux que je mélangeais qui s'appelle les hôtesses de l'air, sur lesquels je vais revenir. Voilà. C'est des tableaux qui font c'est 100 figures, 1,62 m par 130. L'histoire rapide de ces figures, ça vient d'un tableau de Otto Dix. Alors j'ai oublié de mettre l'image ici, c'est un tableau qui s'appelle Métropolis de 1928, où on voit Otto Dix qui revient de la guerre sur le volet gauche, qui est amputé de guerre, et on le voit à droite en train de saluer les prostituées qui passent, amputé des jambes, c'est une gueule cassée de la guerre, il a un loup lui cachant le visage, le nez, et la seule dignité qui lui reste, c'est de saluer les prostituées, comme ça. Un geste magnifique de la part de quelqu'un qui est dans l'impossibilité de faire l'amour. Et donc une grande dignité. Et j'ai commencé un tableau d'après lui, et c'est devenu une sorte de gentleman, c'est-à-dire que cet ornement, ce loup qui cachait une blessure de guerre est devenu un ornement qui rajoutait quelque chose à la psychologie, à la personnalité du personnage. Et j'ai transféré ça sur ces demoiselles qui sont inspirées de gravures du 19e, ornées de ces coiffes, etc. Et j'ai réinventé ces masques comme une valeur positive. Donc à la base, c'est quelque chose vraiment qui vient de quelque chose de négatif, hein, de la vie. Et comme, encore une fois, moi je suis plutôt un enfant gâté, ça s'est transformé en quelque chose de positif. De la même manière que ces chapeaux existaient sur ces belles dames, ces nez se sont transformés en une sorte d'érection positive, magnifique, désir de la vie. Tant qu'à faire. Sans aussi, ça marche. Hein. Donc c'est des sortes de poupées. Il y avait vraiment cette idée que ces gravures, j'en étais fasciné parce qu'il y avait un regard qui traversait l'histoire des hommes. Et peu importe les époques, 17e, 19e, il y a toujours ce regard vide de ces demoiselles. Et c'est à partir de ce vide qu'a commencé la peinture. Voilà, comme si éventuellement la peinture pouvait amener de l'intimité. Moi, je n'ai pas peur des choses jolies. Hein. Donc 2008, j'immigre à New York, j'ai une résidence d'1 an.
Mais bon, l'idée, moi, c'était vraiment d'immigrer. Donc j'ai pris cette occasion pour immigrer. J'ai tout laissé en France. Après 3 mois, j'ai eu un visa d'artiste. Après 6, j'ai eu la carte verte. Donc grande joie, rêve américain, si on veut. Enfin, je ne suis pas complètement naïf, mais en tout cas, moi, je garde cette naïveté du rêve. Et voilà, extraordinaire aventure. Et donc très heureux. Et le premier tableau que je fais, c'est ça. Parce qu'il y a toujours cette idée que quand on bouge dans la vie, ça va influencer notre peinture. C'est un peu romantique, mais c'est pas faux. Hein. Mais la vérité, c'est que ça n'arrive pas tout de suite. Donc là, moi, j'étais dans mon histoire que j'avais commencé avant, et je me suis dit, bon, c'est bien, tu as pris tes responsabilités, tu as travaillé cette histoire intime, qui est aussi une histoire du monde, et tu l'as intégrée dans ton travail, mais par l'intimité, pas parce que tu as quelque chose à dire dessus, et pas parce que tu parles de culpabilité ou quoi. Moi, à la différence, j'avais demandé qu'on l'enlève du dossier de presse, mais il est resté en français, mais pas en anglais. On dit que je peins le nazisme et le racisme et tout ça. C'est très bien, hein, moi, ça ne me dérange pas comme interprétation, mais ce n'est pas du tout ça. Moi, je ne m'intéresse pas au nazisme, je ne suis pas un spécialiste. C'est juste que c'est arrivé dans ma vie comme ça, et soit on en fait quelque chose, soit on n'en fait rien, soit on fait une impasse. Et moi, au moment où la France a fait l'impasse sur Vichy, Pétain, et on a continué à faire des œuvres sans figure, et tout ça, on est passé à côté de l'histoire, à mon avis, alors que les Allemands ont pris leurs responsabilités. Et si vous regardez l'histoire de l'art, à part quelques exemples qui vont contredire ça, mais à part 3 ou 4, l'essentiel du monde en art s'est passé du côté de l'Allemagne, de l'Angleterre et des États-Unis. Et en France, tout d'un coup, non, on ne peut plus figurer, on passe au structuralisme, la peinture pour la peinture, mais il n'y a plus de peinture. Bon. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités comme 3e génération, un peu français, un peu autrichien, tout ça, et je me suis dit, bon, dans tes précédents tableaux, il y avait quand même un rire qui était plus fort que le drame, et comme c'était un peu flouté, c'était donc un geste assez léger, qui était, comment dire, qui assumait pas complètement, qui assumait, mais qui permettait au spectateur de s'évader d'autres sujets qui étaient dans le tableau. Et je me suis dit, non, mais il ne faut pas que le spectateur passe à côté de ça. Moi, c'est vraiment le sujet qui commande. La peinture, parfois, peut réinventer un sujet, mais c'est le sujet qui est important. Et je me suis dit, non, tu vas te concentrer sur cette figure, tu vas rassembler, tu vas devenir plus net, tu vas faire en sorte que les spectateurs ne puissent pas échapper à cette iconographie et qu'il lui aussi prenne ses responsabilités de goût, d'avis, et tout ce qu'on veut, je ne suis pas politique, et de citoyen par rapport à cette chose du monde. Et donc, voilà, c'est 2,50 m par 2, hein, pareil, et ça s'appelle The Waiting Room. Et c'est un des tableaux préférés de ma fille qu'on a vu tout à l'heure. Donc, même format, 2,50 m par 2, ça s'appelle The Departure, Oedipus at Work. Donc ça, c'est aussi, je continue cette histoire avec mon père. Mon père est scaphandrier, pêcheur, chercheur d'épaves, chercheur de trésors, tout ça. Donc il partait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Quand il partait, je pensais qu'il ne revenait plus. Quand j'étais enfant, on ne sait pas ce que ça veut dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est comme les chiens, quoi. Le chien, il ne sait pas ce que ça veut dire, et enfant, c'est pareil. Et en grandissant, cet Oedipe s'est manifesté. Alors, je le nomme Oedipe parce que comme ça, tout le monde peut s'y entendre. Donc il y a ce scaphandrier, donc c'est mon père, c'est aussi le rêve, c'est aussi l'aventure, c'est tout ça. Et il y a à la fois l'amour, et puis il y a à la fois aussi cette possibilité de dépasser tout ça. Comme disait tout à l'heure Chéri Samba, il faut toujours mieux faire que le père. Ça participe de cette idée, quoi. Alors, moi, j'adore ces photos parce que mes enfants viennent de temps en temps à l'atelier. Et parmi les malentendus ou les réflexions qui sont faites autour de ce travail, donc effectivement, toute cette armée s'est abattue sur moi. Et j'ai même eu des gens qui ont dit que j'étais nazi, enfin bref, des trucs.
Moi, je ne mets pas de morale en peinture. La peinture, c'est un espace qui appartient au tableau, et ça n'a rien à voir avec la morale. Alors après, c'est le contexte dans lequel on le met qui induit un sens différent, évidemment. Et moi, je m'intéresse beaucoup au regard de mes enfants, parce que nous, adultes, on a une certaine culture, ou plus ou moins, mais en tout cas, on réfléchit tous à partir de notre expérience, mais aussi l'inconscient collectif et une culture collective. Et donc, on a un rapport qui n'est pas totalement libre, finalement. Et les enfants, qui sont assez maigres de ce point de vue-là, sont beaucoup plus libres parce qu'ils regardent les choses telles qu'elles sont, avec leur brutalité, mais aussi avec leur humour. Et moi, l'humour, c'est vraiment un truc, j'espère que ça s'est vu un peu, qui est vraiment important dans mon travail, même si c'est un humour qui reste entre les dents. Et mes enfants voient ça. Et l'humour, c'est aussi un truc très brutal. Hein, je veux dire, c'est le résultat de deux sentiments contraires. Hein, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Baudelaire. Et donc, c'est quelque chose de brutal, l'humour. C'est pas quelque chose de just funny. Ça s'appelle A Diver on Mars. Coming Back Home, Tea for Two. Alors, c'est un tableau qui est exposé au FRAC à Caen en ce moment, dans une expo de groupe. Il a été acheté là-bas. Et c'est une des seules vraies histoires que m'a raconté mon père, de son père, qui rentre de la guerre. Il a peut-être 23 ans, c'est un jeune homme, et mon père me dit c'est un monstre. C'est un vieil homme, et c'est un monstre. Et sa femme l'attend encore avec tous les rêves rêvés avant-guerre. Hein, ils étaient jeunes, adolescents, ils ont gobé tout ce qu'on leur a mis dans la tête. J'excuse rien, hein, mais aucune information, on leur a promis un avenir magnifique, bref, on sait tout ça. Et le service AT, ça vient... En fait, mon autre grand-père était dans la Résistance, ce qui est très amusant. Et il était au Maroc, il était à Alger, ensuite au Maroc. Et il était dans les services de renseignement, si je me souviens bien, au service du gouvernement de Vichy, mais il détournait les informations pour la Résistance. Et il s'est fait traiter de petit con qui mériteraient d'être fusillés par la famille. Et ensuite, quand finalement Vichy est passé tout ça, ces mêmes personnes de la famille, ils lui ont demandé des faveurs, et en prince, il leur a accordé cette faveur. Donc ça, les babouches, tout ça, ça vient de cette histoire de l'autre grand-père. Et puis voilà, l'histoire de retour de la guerre. Alors toute cette série, donc, pour chaque série, je ne sais pas, il y a 50 tableaux. Hein, là, ça, c'est un tableau que j'ai fait à... Donc tout ça, c'était déjà aux États-Unis. Hein, donc pour l'instant, aucune influence de l'environnement. Et donc ça, c'est en 2009, quand même, un an après. Je préparais mon exposition au musée de Grenoble, une exposition personnelle. Et j'avais fait un croquis de donc, mon père et moi sur cette barque au large du Cap de Nice. Donc moi, j'ai fait beaucoup de kayak aussi. Et j'avais fait ce croquis avant de partir aux États-Unis, puis je ne savais pas comment faire, parce que c'était trop important comme sujet. Là, il y avait vraiment mon père et moi dans un même tableau, il y avait la mer, il y avait tout, quoi. Et c'est seulement donc un an après que j'ai ressorti ce croquis et j'ai compris qu'est-ce que je devais faire. Parfois, il faut, à mon avis, hein, pour moi en tout cas, il faut vraiment savoir être idiot en peinture. Ça ne veut pas dire être débile, mais il faut savoir être idiot. Et moi, je pensais à la mer bleue, au ciel bleu. Enfin, bon. Et en fait, j'ai compris que ce tableau était possible seulement si je m'étais dans un univers de transition. Et cet univers de transition, ce serait entre chien et loup, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, au lever du jour. Donc cet espace entre deux serait susceptible de dire quelque chose de cette transmission entre le père et le fils. Et donc quand j'ai compris ça, j'ai fait le tableau dans la journée aussi. Et donc c'est mon père qui rame, c'est encore lui qui a l'autorité, il a une montre. C'est lui qui rame. Moi, il me raconte son histoire. On a tous les deux en guise d'ornement cette histoire sur la tête. Et comme témoin de cette fable, eh ben, il y avait l'histoire du monde, puisque c'était, on va dire, la peinture. Et donc moi, j'ai un harpon, capable de tuer une baleine, donc capable aussi de tuer le père, ou l'histoire du père, ou du grand-père, tout ça. Et voilà, donc c'était un tableau très important pour moi, parce qu'il a clos toute la série. Après ça,
Encore aujourd'hui, des gens me disent « Tu vas encore faire des nazis ?» Moi, je ne sais pas quoi dire. Donc ça, c'est quelques vues de l'exposition à Grenoble. J'avais fait une conférence au musée de Grenoble, et ce qui est magnifique au musée de Grenoble, c'est qu'entre les salles contemporaines, il y a, juste en face, il y a les salles du XIIIe jusqu'au XIXe, et il y a des Christ, enfin pas des Christ écartelés, mais des Christ sur la croix, des scènes de gens écartelés, Jésus qui pisse le sang, des trucs incroyables. Et donc c'est libre aux enfants. Hein. Et devant mes tableaux, il y a une dame qui me demande, une dame instruite, hein, qui me demande, mais c'est entrée libre et tout, les enfants, machin. Tout. Et j'y dis, mais vous êtes allé voir Je dis, vous avez vu Jésus là tout à l'heure Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'en fait, Jésus, toute cette histoire, c'est quelque chose qui est un texte écrit par l'homme, hein, et dont les gens cultivés peuvent se référer, et même ceux qui ne sont pas cultivés, parce qu'ils savent que ça vient de quelque part. Et donc, il y a une légitimité à cette représentation. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est cette illégitimité, c'est-à-dire que la peinture n'a pas besoin de cette légitimité pour exister. La sensation peut être suffisante, la sensation d'être au monde, relayer cette émotion d'être au monde. Et à partir du moment où j'ai cette sensation, pourquoi ça n'existerait pas en peinture? Et la brutalité vient de là, elle ne vient pas de l'image. C'est ça qui, à mon avis, est intéressant pour moi. C'est que la brutalité ne vient pas de l'image, elle vient du contexte dans lequel il est possible d'interpréter ces images. Donc Jésus, on interprète, on comprend. La barbarie humaine, les Romains, enfin tout ça. Mais moi, troisième génération, machin, tout ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas légitimiser ma position, et du coup, la brutalité cette brutalité n'est pas envisageable. Et c'est exactement ça, moi, qui m'intéressait. Donc apparemment, ça a réussi. Donc ça, c'est la suite. C'est ça, le gentleman. Le gentleman, c'est ce tableau dont je parlais, d'après Autodix, qui avait ce loup lui cachant son visage, et qui est devenu une sorte de dandy à la Oscar Wilde, alors qu'à la base, c'était une gueule cassée de la guerre, et dont a suivi les hôtesses de l'air. Alors pour la petite histoire, hôtesse de l'air, pour le titre, c'est très anecdotique, mais je ne suis pas dans le langage comme Marc, mais j'ai des petites fascinations aussi. Et vous savez, quand vous alignez plusieurs mots d'affilée, ils se sont vidés de leur sens, quand vous les répétez plusieurs fois. Et hôtesse de l'air, hôtesse de l'air, hôtesse de l'air, ça ne veut rien dire. C'est une invention magique, je trouve, du langage, parce que qu'est-ce que c'est une hôtesse de l'air? Qu'est-ce que c'est? Et je trouvais ça magnifique, parce que c'est un peu comme la peinture, tout est là, en un instant, en une fraction de seconde devant vous, mais parfois on ne voit rien, quoi. Donc on voit hôtesse de l'air, on pense à quelqu'un dans un avion, et en fait c'est déjà de la poésie. Et puis j'ai rencontré aussi la mère de mes enfants, c'était une hôtesse de l'air. Et je l'ai rencontrée dans l'avion, et elle m'a mis en business class. Donc, enfin, je suis toujours aux États-Unis. Hein. Il ne s'est rien passé dans la peinture par rapport à cet environnement. 2-3 ans après, ça commence à rentrer. Barbara, ma fille à gauche, qui a 12 ans aujourd'hui, avait 5 ans. Natacha, 8 ans aujourd'hui, elle avait 1 an et demi. On était dans un quartier qui s'appelle Bed-Stuy, qui est nord-américain et africain, qui a beaucoup changé depuis, qui est devenu un peu bobo, plein de hipsters, des petits chiens et tout. Mais à la base, moi, quand je suis arrivé en 2008, en janvier 2008, il faisait moins 15, je me suis retrouvé seul, blanc, blond, de tout le quartier, quoi. Et j'ai éclaté de rire, et je me suis senti tellement heureux. Je retrouvais mon sorte d'origine de l'enfance quand j'étais au Cameroun, même si j'ai quitté le Cameroun très tôt. Je me sentais tellement familier de cet environnement. Les Africains étaient magnifiques, habillés magnifiques, avec des couleurs magnifiques, ils étaient fiers. Les Nord-Américains sont fiers, extraordinaires. Et ma grande fille, Barbara, est allée dans l'école du quartier, où c'était la seule blonde blanche sur 600 élèves. Et je vais... Comment est-ce que ça marche, ça?
Affichage, plein écran. Voilà. Aïe. Donc tout d'un coup, donc la plage, magnifique. Moi, c'est ce que j'aime là-bas, à New York. Espace ouvert, l'océan qui est partout. On se croit en Californie. Je retrouve ma sensation que j'avais enfant à Nice. Liberté extraordinaire. Donc très heureux là-bas. Les copines de mes filles. Magnifique, la plage, la mer. Et là, voilà, c'est venu dans la peinture. Alors, il y avait cette chose d'être si familier dans cet environnement. Je suis très heureux de retrouver les Africains, les Nord-Américains. Moi, je retrouvais ma sensation de l'enfance. Et en même temps, j'ignorais pas que moi, quand je me baladais dans ce quartier, j'étais blanc. Et j'étais perçu comme blanc. Et en soi, ça n'a aucun problème. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que sans le vouloir, sans avoir, sans aucune disposition pour ça, je véhiculais avec moi tout ce qui s'est passé pour l'homme noir à cause de l'homme blanc. Voilà. Et c'est cette contradiction qui m'intéressait de moi-même me baladant dans ce quartier. J'avais conscience de cette contradiction. À la fois le plaisir et à la fois, parfois, j'avais quelques réflexions. Il voulait juste s'assurer que j'étais quelqu'un qui me suit. Il me dit « Are you new in the neighborhood, bro? Tu es nouveau dans le quartier, frère ?» Et moi, je dis « Yeah, I'm here since 3 years. Yeah, are you happy? Yes, I'm very happy. Oh, OK, no problem. » C'était fini. Mais en tout cas, parfois, il y avait ce questionnement. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai mis ça dans la peinture. Et au même moment, je découvrais des images du 19e, une sorte de lithographie magnifique, une sorte de propagande de l'épopée américaine des grands espaces, fin 19e, tout ça, et même avant. Et l'homme noir était toujours à côté de l'homme blanc, comme pêcheur, c'est lui qui ramassait, le blanc pêchait, le noir ramassait le poisson, quoi. Mais en même temps, c'est des lithographies magnifiques. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup d'inverser les rôles. Je me suis beaucoup intéressé au monde à l'envers, ce concept du monde à l'envers. Et donc, j'ai habillé cet homme noir, qui était un homme au rabais dans ses lithographies. Je l'ai habillé du costume du blanc et je l'ai orné, je lui ai donné des artifices, des accessoires que seul quelqu'un qui a les moyens, qui est fier, surtout quelqu'un qui a un parapluie quand il ne pleut pas, c'est quelqu'un qui veut se distinguer. Et donc, il est sur ce sort de parapet. Alors, derrière, il y a le Gilles de Watteau, il y a tout ça, cette notion du théâtre, quand on est face à la scène, on est à la fois encore dans le tableau et on est presque déjà avec le spectateur. Donc, il y avait cette idée-là. Donc, j'ai rejoué ces contradictions. Donc, ça s'appelle Study for a New American Archetype. Donc, moi, j'ai vécu aussi Obama qui s'est fait élire là-bas et tout ça. Donc, voilà, ça participait de ça. Ça s'appelle The Prince of Bed-Stuy, le prince de Bed-Stuy, mon quartier. Donc moi je fais de la natation, c'est mes copains, c'est mes camarades de nage et tout ça. Et eux, ils me ramènent à l'origine, ils me ramènent à l'enfance. Ça, c'est des petits tableaux, 61 par 50 cm. Alors lui, il bigle un peu, mais je trouve ça très beau parce que du coup, il avait ce caractère touchant et accessible, donc j'ai gardé ça. Alors l'Amérique, c'est aussi, pour moi, moi je regarde aussi ça comme un enfant, c'est les firemen, ça s'appelle 9/11, An American Hero, et on sait à quel point les pompiers sont des héros aux États-Unis, bien plus que NYPD et tout ça. Et
Et en même temps, il y a cette figure, moi, de la tête de mort, qui est, bon, évidemment, il y a le Totenkopf de mon grand-père SS, mais c'est surtout, moi, je joue encore cette contradiction. Chez les Mexicains, par exemple, la tête de mort a une valeur positive. Elle accompagne la vie, alors qu'en Occident, ça a une valeur négative, c'est la mort. Au Mexique, il n'y a aucun problème. Et dans mon travail, c'est vraiment les deux à la fois, parce que, ayant voyagé un peu, moi, je ne suis pas arrêté à une seule possibilité d'une représentation d'une figure. Ça, c'est un tableau que j'ai gardé pour mes enfants. Et mes enfants l'appellent Bob. Donc c'est 2,50 m par 2 à chaque fois. Et je prends mon petit déjeuner là. Ça s'appelle Rain Dog, The Umbrella Man. Et j'écoute, vous avez peut-être entendu Tom Waits tout à l'heure, pendant que je travaillais. Et j'écoute beaucoup Tom Waits à l'atelier. Et ça m'amusait de retravailler cette histoire du chien, qui était des marionnettes dans mon travail. Et c'est comme une malle que j'ai à l'atelier, dans laquelle je peux me redévorer moi-même et repuiser mes acteurs et les rejouer à ma guise. Et là, il revient à sa place de chien du maître. Mais en même temps, c'est encore lui qui a la conscience du spectateur, puisque c'est lui qui nous regarde. Donc encore un truc classique. Et la mort, ou en tout cas le spectacle qui est montré du doigt par l'autre. Il pleut toujours pas, hein. Ça, donc, ils font tous 2,50 m par 2, c'est à la galerie Zinc à Berlin, en 2011. Ça, c'est une série qui s'appelle Le Triomphe de Bacchus, où on retrouve encore certains de mes sujets qui reviennent dans des contextes différents. Ici, Bacchus, 2,50 m par 2, encore une fois, 2,50 m par 2. Marc connaît bien celui-là. Alors la fumée, c'est un truc extraordinaire en peinture, comme la bave de la bière, parce que ça réinvente un espace, ça réinvente le fond du tableau, et ça joue de la main du peintre, dans l'illusion que la main peut se perdre, alors que tout est contrôlé, et c'est la chose la plus facile à faire quand on connaît l'air à l'intérieur du tableau, mais on se plante systématiquement si on ne connaît pas sa chanson. Donc, ça, c'est le Triomphe de Bacchus aussi, 2,50 m par 2. Ça, c'est une série d'après des images pulp. Alors, je crois qu'il faut que j'accélère, donc je vais aller un peu plus vite. Ça fait 2,50 m par 2. Ça s'appelle The Collector's Girlfriend. Non. Ça, c'est Fuck Sandy. Toujours 2,50 m par 2. Donc, à travers ces images populaires, ça m'amusait beaucoup de rejouer tous mes personnages. On retrouve le noir, on retrouve le chien, on trouve la tête de mort, on trouve la blonde, on retrouve la fumée. C'est Amy Winehouse derrière qui fume. Et l'idée, c'est vraiment qu'à travers ces images, qui nous appartiennent tous, il y ait du désir intime, il y ait quelque chose de moi-même qui vienne à mon insu. Et avant tout, c'est cette sensation. C'est les cowboys de mon enfance, c'est ce rêve. C'est les pin-up. Ici, j'ai transformé le gars en noir. C'est devenu un héros noir avec, je ne sais pas, Grace Kelly. Donc, en gardant en même temps l'iconographie, sans chercher à réinventer l'iconographie, mais l'idée, c'était de relier cette sensation de la présence de la figure dans le tableau. Sorte de Beach Boys, ça fait 3 mètres par 180. On retrouve le nageur, le casque, le masque. Derrière, ça part en couille. Et le casque allemand vient en rouge, là, donc c'est une mémoire. The Sailor. Donc, encore une fois, l'intimité de mon père qui s'en va dans des contrées, des choses que je ne connais pas, mais voilà, ce goût de l'aventure naïf. Django. Voilà, ça c'était un peu pour la taille du tableau. C'est mon exposition à la galerie de Zinc en 2013, où il y avait toute cette série de tableaux. Le grand tableau fait 6 mètres, là, 6 mètres par 2,50. Voilà, là c'est pour la taille, je suis content. Voilà.